Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau numéro d'un podcast Touchdown Actu. Lucas Vola, très heureux de vous retrouver pour ce début de saison 2025 de la NFL. On y est, ça y est, vous avez pu profiter de la première semaine. Vous avez déjà eu les débriefs de certains matchs jeudi et des matchs de vendredi. Vous avez eu des débriefs des trois plus grosses affiches, ou presque. Mais aujourd'hui, on va parler de tous les matchs. On va rentrer vraiment dans le détail de toutes les équipes de cette semaine 1. Et pour cela, vous le voyez, puisque vous êtes peut-être en vidéo avec nous, j'ai à mes côtés Victor Rouillet. Comment ça va, Victor? Bonjour Lucas, bonjour à toutes et bonjour à tous. Écoute, ça va très très bien, très très bien. Une belle première semaine qui va nous permettre évidemment de tirer des conclusions hâtives qui seront totalement fausses après la semaine 3, mais c'est toujours le plaisir de cette première semaine. Et encore, après la semaine 3, tu es gentil avec nous parce que ça peut s'avérer faux dès la semaine prochaine, dès dans quelques jours déjà. Mais justement, on va parler justement des Rams qui ont fait une belle impression. On va parler des Buccaneers et des Bengals qui s'en sortent presque par miracle. Et puis, on va aussi parler et surtout parler de la victoire des Packers face aux Lions. Le podcast Jeune Actu épisode 884. C'est tout de suite. Victor, je l'ai dit, on va parler d'un duel de la NFC Nord qui était très attendu. Les Packers qui ont envoyé un message déjà très fort dans la ligue, puisqu'ils ont battu largement les Lions 27-13. Les partenaires de Jordan Love, qui l'an dernier, on s'en rappelle, n'avaient quasiment réussi à battre aucune grosse équipe, notamment ces Vikings. Et bien là, ils ont fait une forte impression, une victoire acquise grâce à un quarterback qui a été très propre, un jeu au sol qui a été efficace, et surtout une défense de fer qui n'a autorisé que 246 yards et n'a encaissé qu'un touchdown en toute fin de match. C'est une escouade défensive qui a tenu en respect l'une des plus grosses armadas de la ligue. Il y avait 17-3 à la mi-temps. En face, les Lions, eux, ils perdent déjà une rencontre, alors que l'an dernier, on se rappelle, ils n'en avaient perdu que deux dans toute la saison régulière. On a parlé de l'attaque. Ils avaient inscrit 33 points de moyenne l'an dernier. Ils ont été tenus au respect avec 13 points seulement et avec un touchdown en toute fin de rencontre, je l'ai dit. Victor, je te pose cette question-là parce que je sais qu'on a déjà eu presque ce débat entre nous. Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là? Est-ce que pour toi, c'est une victoire des Packers ou une défaite des Lions? Pour moi, c'est plus une défaite des Lions, même si évidemment la réponse c'est un peu des deux. Mais les Lions, on s'attendait à ce que ça soit moins bien. Pourquoi? Parce que les deux coordinateurs sont partis. Donc évidemment, ça va nécessiter du temps avant de retrouver peut-être le plein potentiel de cette équipe. Et le second point aussi, c'est la retraite de Frank Ragnow, le centre, qui était une pièce centrale du jeu, de la tactique et de la ligne offensive de cette équipe. Donc on s'attendait à ce que ça soit compliqué. Pas à ce point. Pas à ce point, parce que finalement, dans les moments qui comptent, il marque 6 points. Il y a un touchdown à la fin magnifique d'ailleurs de Isaac Tessa, mais qui ne sert pas à grand-chose. Ils ont marqué que 6 points. Ils ont été sans imagination, sans rythme, sans explosivité. Honnêtement, on n'avait pas l'impression de voir les Lions de l'année dernière. Alors oui, il y a la belle performance de Green Bay en face, mais moi je retiens surtout une équipe aujourd'hui qui avait l'air totalement... Mine de rien, il y a deux nouveaux coordinateurs, mais ils ont eu 6 mois théoriquement pour s'entraîner. On avait l'impression que les joueurs se découvraient, alors que c'est quasiment les mêmes que l'année dernière. Vraiment, il n'y avait aucun automatisme. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qui se corrige. On n'est pas en train de dire que c'est quelque chose qui va forcément être le cas toute l'année. Ça se trouve, dès la semaine prochaine, ça ira mieux. Mais c'est sûr que l'entrée en matière était très compliquée. Ouais, une entrée en matière très compliquée, je le dis parce que, voilà, pour le coup, moi j'ai un avis un petit peu différent. Alors, pas forcément sur les Lions, mais surtout sur le fait que pour moi, c'est les Packers qui ont remporté ce match-là. Mais on parlera des Packers dans un deuxième temps. On va s'attarder sur les Lions parce que c'est vrai que c'est la grosse équipe, c'est l'un des gros favoris qui chute d'entrée. Forcément, on va en parler. Et tu l'as dit, pour moi, il y a cette armada offensive, il y a du talent. Et c'est vrai que c'est un manque d'automatisme, un manque de. Voilà, le système qui n'est pas encore digéré peut-être, qui n'est pas encore parfaitement maîtrisé par tout le monde. Mais le talent est là. Et du coup, dans l'année, je me fais pas forcément de soucis. Alors, c'est vrai qu'il faudra rejouer ces Packers-là, mais je me fais pas de soucis, notamment offensivement, dans le sens où je sens que ça va progresser. Par contre, c'est vrai, et je suis d'accord avec toi, qu'il y a des grosses alertes, il y a des gros clignotants rouges, notamment à l'intérieur de cette ligne offensive. On en parlait en début de saison régulière, et c'est vrai que
Ça l'a prouvé ici. Jared Goff, il a été mis sous pression durant tout le match. Il encaisse 4 sacs. On sait que c'est pas un quarterback qui est à l'aise quand il doit sortir de sa poche, quand il doit être en mouvement. Le jeu au sol, ça a été très compliqué. Là aussi, c'est l'une des bases de ce jeu-là, des Lions. On sait que les play action, notamment, marchent très bien avec les Lions, ou en tout cas marchaient très bien l'an dernier, parce que le jeu au sol était très bon. Là, on a 2,1 yards par course en moyenne, donc c'est très peu. Il y a 46 yards seulement au sol. C'est vrai que ça, pour moi, c'est inquiétant. Oui, bah, 46 yards au sol, c'est quand même vraiment ce qui fait la base de l'attaque des Lions. C'est peut-être que je vais mettre des gens à dos, mais c'est pour moi, c'était surtout le côté double lame des coureurs, où vraiment il y avait un puissant, un rapide, et on faisait d'un puis l'autre, d'un puis l'autre, d'un puis l'autre, et beaucoup de petites passes faciles, entre guillemets, que tu mets dans les mains d'un Amon-Ra St. Brown, etc., pour créer des actions, en fait. Pour créer des actions, peut-être de rien, d'une passe écran, d'une petite, d'un petit tracé, de choses comme ça. Là, même les choses les plus simples semblaient mal exécutées. Et honnêtement, les coureurs, bon, on peut leur tomber dessus si on veut, mais ils avaient vraiment pas beaucoup d'espace pour courir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ils font 45 yards aussi, parce que quand tu te fais contacter déjà 2 yards avant la ligne d'engagement, c'est difficile d'en gagner beaucoup. Alors tu vas en gratter un, deux, trois parce que t'es bon. Mais tu peux pas non plus faire grand-chose. C'est vrai que Jamir Gibbs, on le sait, si tu lui laisses un petit espace, il peut transformer ça en 40 yards, en 50 yards. Mais là, il y avait littéralement rien, en fait, pour travailler. Il n'y avait pas de base. Et c'est vrai qu'au niveau de cette ligne, ce qui est étonnant, c'est que même des joueurs qui sont censés être des cadres, comme Sewell par exemple, honnêtement, sur ce match, il est extrêmement moyen. On va pas se mentir. Donc il y a un vrai problème. On a vu que les Packers ont su en profiter aussi. Ils ont mis la pression là où ça faisait mal. Ils n'ont pas tenté d'être plus intelligents. Ils ont dit, ah, attendez, vous n'arrivez pas à nous stopper là quand on met de la pression à l'intérieur? Bon, on va mettre encore plus, et encore plus, et encore plus. Et les Lions n'ont jamais eu la réponse. Justement, ces Packers, parlons-en, parce que c'est vrai que ce sont eux quand même qui réalisent la grosse opération de cette semaine 1, en tout cas, qui, je l'ai dit, envoie ce grand message à toute la ligue en disant, voilà, c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter, parce que tu l'as dit, notamment, il y a eu cette énorme pression, cette ligne défensive qui a été très bonne, ce front seven même, on peut parler, puisque les linebackers ont été très bons, notamment face à la course, il y a eu beaucoup de pression à l'intérieur. Il y a eu Micah Parsons, forcément, qui fait un très gros match. Il joue que 29 snaps, pardon. Mais pour le coup, il fait un très gros match quand il est là. Tu l'as dit sur Sewell notamment. Il met la pression. Il a un sac et en plus un sac impressionnant. Pour ceux qui ont vu le match, il a couru après Jared Goff, mais il met des pressions aussi qui ne se voient pas forcément dans la feuille de stats. L'interception des Packers, elle vient aussi d'une des pressions en tout cas de la pression mise par cette ligne défensive et notamment Micah Parsons. C'est vrai que ce front seven là, on avait des doutes notamment sur le backfield défensif, sur le troisième rideau, mais avec un front seven comme celui-ci, et on l'a vu sur l'interception, ça va aider ces cornerbacks et ça rend cette défense impressionnante avec l'ajout de Micah Parsons en plus, qui va certainement jouer de plus en plus. C'est pour ça que je dis que pour moi, les Packers, ils ont gagné ce match-là parce qu'ils ont impressionné face à une attaque qui, certes, n'était pas encore dans le rythme, mais qui a du talent. Et ils ont quasiment réduit en néant cette attaque-là. Et pour moi, c'était vraiment une belle performance déjà défensive des Packers. Oui, une belle performance de coaching dans l'ensemble, mais c'est vrai que on a vu un front seven qui a fait feu de tout bois. Tout le monde a participé, tout le monde a semblé meilleur. Ça s'appelle l'effet Micah Parsons. Ça fait partie de ces rares joueurs qui rendent meilleurs des joueurs autour de lui. Rashan Gary, alors déjà qu'il était intéressant quand il était edge numéro un, mais quand maintenant on le met face au numéro 2, bah, là c'est encore plus facile pour lui de prendre avantage. Je crois qu'il a un sac et demi de mémoire dans ce Un match. sac et demi et deux QB hits, ouais, deux fois. Oui, non, mais c'est ça. Globalement, c'est vraiment impressionnant. Euh, on a vraiment eu l'impression, et comme tu le dis, il y aura toujours cette faiblesse au niveau des cornerbacks. Mais si tu es capable de mettre cette pression-là à quasiment tous tes adversaires, tu n'auras pas à te soucier des cornerbacks parce qu'ils ne seront pas particulièrement mis en difficulté. C'est vrai que c'était vraiment impressionnant. Et encore une fois, moi, je trouve que le coaching a été impressionnant en défense comme en attaque. Ils n'ont pas tenté d'en faire trop. Ils ont juste vu qu'ils dominaient sur les fondamentaux. Et ils sont restés sur les fondamentaux. Et ils ont écrasé les Lions peu à peu en leur disant, OK, on est meilleur que vous. Et on va vous le montrer action après action après action.
Et justement, tu parlais de ce coaching staff, on a aussi parfois tendance à taper pas mal sur Matt Lafleur notamment, et certaines fois à raison, notamment quand arrivent les gros matchs. Mais là, c'est vrai qu'il livre une belle performance de coaching, et notamment en attaque. On a une attaque qui est très propre, un Jordan Love qui a distribué. Alors c'est sûr que c'est pas incroyable quand on regarde les statistiques, on ne voit rien de très flashy, mais il y a beaucoup de joueurs qui attrapent des ballons. Il y a pas moins de 10 joueurs qui ont une réception dans ce match-là. Il y a personne qui a plus de 3 réceptions, donc il n'y a pas vraiment pour l'instant de receveur numéro un. Il y a le rookie peut-être qui va exploser, on verra. Mais il y a 5 joueurs à 2 réceptions au moins. Donc c'est vrai que ça distribue. Et puis après, il y a eu ce jeu au sol, surtout en deuxième mi-temps, quand il a fallu faire tourner le chrono, quand il a fallu avancer de manière méthodique avec un Josh Jacob qu'on connaît, qui finit avec 66 yards et un touchdown sur 19 courses. J'ai trouvé, comme tu l'as dit, que cette attaque-là, elle a été méthodique. Encore une fois, rien n'a été de manière exceptionnelle. Ça n'a pas fait exploser la défense en face, mais elle a été très bonne. Et si elle joue comme ça toute la saison, appuyée par cette défense, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Le problème qu'a souvent Jordanov et qu'a eu Jordanov en playoff ou dans les gros matchs, c'est que il a une mécanique de lancer qui est escalée, mais qui peut parfois dérailler. Et du coup, quand il est sous pression et qu'il doit beaucoup lancer, ça peut poser problème. Là, il a été confortable tout le match. Et en plus, je trouve vraiment que la plupart des passes qu'il a eu à faire, les Packers se sont rendus la passe facile par une très bonne organisation. Donc, il n'a pas eu besoin de faire trop. Par contre, ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Et c'était largement suffisant. Honnêtement, il y avait une impression, en effet, de domination. Moi, encore une fois, pour l'instant, j'impute plus ça à une faiblesse des Lions. Si j'ai tort, tant mieux pour les Packers. Et si, en effet, les Packers sont capables de reproduire cette domination, l'objectif, c'est pas seulement la division, hein, ça va être la conférence. Oui, oui, parce que là, ils ont été impressionnants. En tout cas, ils ont fait tomber ce qui était l'un des cadors de cette conférence, annoncée en tout cas en début de saison. Et c'est vrai qu'ils ont été impressionnants. Et puis surtout, je le mets en lumière parce qu'on est en début de saison, mais on se rappelle l'an dernier, les Packers jouaient et gagnaient contre beaucoup d'équipes, mais n'arrivaient pas à gagner contre les grosses équipes, entre guillemets. Ils avaient perdu 2 fois contre les Lions, 2 fois contre les Vikings, ils avaient perdu contre les Eagles aussi. Là, ils ont peut-être passé le pas. Voilà, encore une fois, il reste à déterminer si c'est une défaite des Lions, une victoire des Packers. Vous l'aurez compris, victoire est plus dans un sens. Moi, je suis plus sur la victoire des Packers. Je les ai trouvés plutôt impressionnants. Juste à noter quand même que ce match aurait pu être bien plus serré s'il y avait eu cette interception de Brian Branch qui n'avait pas été retournée, en tout cas qui n'avait pas été annulée à cause d'une pénalité. On aurait pu revenir à 17-13 à ce moment-là. Voilà, mais ce sont des faits de match qui ont tourné cette fois-ci pour les Packers. Les Packers qui joueront dès jeudi, hein, vous allez en parler pendant les previews. Je donne à chaque fois le prochain match, mais il y aura les previews dans la semaine, vous le savez, vous en avez l'habitude, qui joueront face aux Commanders. C'est le Thursday Night Football, je crois, cette semaine. Et donc, ça va faire déjà un gros match. Les Lions, eux, vont continuer de jouer des équipes de leur division, puisqu'ils recevront les Bears. Et justement, les Bears, on va en parler. Ils jouaient face aux Vikings, la quatrième équipe de cette NFC Nord, et ils ont chuté. Les Bears, ils ont chuté 24-27 face aux Vikings, qui ont bien démarré leur saison. Il y avait forcément une attraction dans ce match. Victor, c'est JJ McCarthy. Il fait un match, on va en parler. À l'image de ces Vikings, ça a été compliqué en début de match, et puis dans le quatrième quart-temps, les Vikings ont explosé 3 touchdowns pour s'imposer 24-27, la plus petite des marges. Alors il y a ce touchdown encore une fois à la fin qui rend le score un petit peu plus serré qu'il ne l'était. Mais les Vikings ont fait le travail. On va parler d'abord de ce quarterback rookie. On peut le dire, il est rookie déjà, il n'a pas joué l'an dernier. C'est son premier match NFL en tout cas. Je l'ai dit, à l'image de son équipe, ça a été compliqué au début, notamment avec un pick six, une interception qui a été retournée par les Bears dans la end zone. Et puis, il y a eu ces 3 touchdowns dans le quatrième quart-temps, notamment un touchdown à la course du quarterback de 14 yards. Comment on juge, quel regard on porte sur le match de JJ McCarthy et du coup de tous ces Vikings? Parce que, on l'a dit dès le début, c'est ce quarterback-là qui va donner le ton pour les Vikings parce qu'on sait qu'ils ont une bonne équipe, mais il leur faut le bon quarterback. Bah déjà, on peut dire qu'il a du mental, le garçon. Parce que pendant 3 quarts temps, on peut le dire, hein, c'était catastrophique. C'était vraiment une performance absolument ignoble pendant 3 quarts temps. Il n'y avait rien sauf du mauvais. Et honnêtement, on voyait pas trop ce qui pouvait le sauver. Et il s'est en effet métamorphosé dans le quatrième quart-temps. Il s'est rappelé qu'il avait un receveur un peu intéressant qui s'appelle Justin Jefferson. Je crois que je vois qui c'est, ouais. Ouais, ouais, qui a un petit jeune à suivre, n'hésitez pas, hein. Donc voilà, après, ouais, dans ce quatrième quart-temps,
il a, il a vraiment lâché les chevaux, ça a été très bon. Il y a ces 3 touchdowns, il y a cette victoire. Ça a été honnêtement, on a eu très peur pendant très longtemps, mais à la fin, ça a été assez extraordinaire. Il a été bien aidé par une défense qui, en deuxième mi-temps, a été extraordinaire, emmené par un psychopathe de Brian Flores qui nous a quand même fait 55% de blitz Classique. sur la deuxième mi-temps. Non mais alors, même moi quand je suis énervé sur Madden, j'arrive pas à 55% de blitz, hein, c'est te Ouais, mais dire. Brian Flores, c'est une autre journée au bureau pour lui. Non, non, mais c'est. Je veux dire, il avait deux choix dans la vie. C'était tueur en série ou coordinateur défensif. Il a choisi coordinateur défensif, mais c'est un grand malade. Mais c'est vrai que non, ces Vikings, après 3 quarts-temps, une défaite en division, la performance de McCarthy, etc., ça allait clairement être une infamie médiatique et ils ont complètement changé leur destinée, peut-être même la destinée de leur saison en un quart-temps, parce qu'en gagnant ce match McCarthy est passé de 0 à héros et les Vikings sont à 1-0 cette saison. Et honnêtement, si on se bat sur la fin de match, tu as rappelé, ça reste quand même que son premier match en NFL. Si ce qu'il a fait dans le quatrième quart-temps, il est capable dans le futur de faire sur tout un match, bon, c'est plutôt positif. Il termine à 13 sur 20, 143 yards, 2 touchdowns, une interception. Il a ajouté aussi à la course 25 yards et un touchdown, je l'ai dit. Donc c'est pas incroyable, mais c'est vrai que c'est ce quatrième carton. Et l'avantage, c'est que c'est le quatrième carton qui va rester dans les mémoires. Ça donne une victoire pour les Vikings, je suis d'accord avec toi. Tout n'a pas été parfait, mais au moins ils peuvent progresser, ils peuvent avoir de la confiance, continuer sur un beau rythme par rapport à l'an dernier et éviter, que tu l'as dit, déjà un déferlement médiatique, on les regarde un peu plus, une défaite face aux Bears qui est un rival de division, garder le rythme dans cette division qui, on le sait, est très solide. Donc c'est vrai qu'il fallait gagner et ils ont réussi au mental, notamment au mental de leur quarterback, de gagner. En face, c'est un petit peu l'inverse. Ça a très bien commencé pour Caleb Williams. Lui, il termine à 21 sur 35. Il a lancé beaucoup plus, 210 yards, un touchdown, 6 courses aussi, 58 yards. Ça a très bien commencé le premier drive et très bien. Forcément, on voulait voir ce que ça allait donner avec le nouvel entraîneur. On le sait, l'attaque était scrutée. Et puis, au fur et à mesure du match, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a cette interception qui donne 6 points et il y a ce touchdown en toute fin de match qui donne 6 points de plus. Mais au final, quand on regarde, il y a quasiment que ce premier drive. Offensivement, c'est plus compliqué pour Caleb Williams. Ah c'est même catastrophique parce que ce dernier touchdown, il est presque offert. Le reste est pas bon. Il y a eu un premier drive intéressant, mais alors quand on regarde en détail le drive, c'est surtout des passes au running back, des petites courses. Enfin, c'était pas non plus la panacée. Moi, plus ça va, plus Caleb Williams, je trouve que c'est un Kyler Murray du pauvre. C'est-à-dire, ça peut être spectaculaire, ça peut être rigolo à voir jouer, mais la plupart du temps, c'est surtout pas précis, c'est surtout brouillon. C'est surtout à chercher vraiment à faire des mouvements dans tous les sens pour sortir la poche. Alors, une à deux fois, ça a marché sur le premier drive. On s'est dit, ah là là, quel magicien. Et puis les drives d'après, c'était sac, 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 sac. Moi, je fais partie des gens qui pensent que des sacs, c'est au moins autant la faute des quarterbacks que de la ligne. On a dit, ouais, ils ont renforcé la ligne, etc. Mais enfin, tu peux renforcer la ligne tant que tu veux, hein. Si tu restes 24 secondes dans la poche, tu finiras par te faire saquer. Et à l'inverse, si tu sors tout de suite de ta poche, là, si tu te fais saquer, c'est pas la faute de la ligne, c'est toi qui avais qu'à être plus patient. Et je trouve qu'il prend toujours les mauvaises décisions, en fait. Il prend toujours les mauvaises décisions. On revoit le Caleb Williams de l'année dernière, il n'a pas beaucoup appris. Il a refait les mêmes erreurs, même avec une meilleure ligne. Et c'est vrai qu'on s'est enthousiasmé pendant un drive, c'est vrai qu'on a eu ce pick six qui nous a fait croire à la victoire des Bears. Mais quand on regarde froidement, offensivement, c'était quand même pas extraordinaire. Il y a du travail pour Ben Johnson, l'ancien coordinateur offensif justement des Lions, qui est devenu coach principal. Après, la défense a plutôt bien tenu, si ce n'est ce quatrième quart-temps, malheureusement, mais mené par Dennis Allen, on s'en rappelle aussi, hein, le coordinateur défensif désormais des Bears. Elle a plutôt bien tenu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail pour Caleb Williams. Il va falloir s'améliorer. Malheureusement, dans cette division où il y a que des grosses équipes quasiment, dans un calendrier qui va être pas forcément facile pour les Bears. Donc c'est vrai que il va falloir apprendre et plutôt vite, même si on le sait, les Bears n'ont pas forcément vocation à peut-être à pas aller en playoff directement, mais il faut une progression par rapport à l'an dernier parce que il y a eu un changement de régime, parce que il y a une nouvelle dynamique. Il va falloir que ça progresse. Il va pas falloir que ça reste comme l'an dernier, sinon ce serait encore une année de perdu.
Oui, exactement. De toute façon, tout l'enjeu de la saison, ils sont la moins bonne équipe de leur division hein, sur le papier. S'ils arrivent à surperformer, tant mieux. Mais ce qu'il faut, c'est à la fin de la saison, c'est voir une progression de Caleb Williams. C'est presque aider l'attaque en général. C'est pour ça qu'ils ont pris Ben Johnson et c'est ça que tout le monde attend. Donc, ça va être objectif. C'était pas extraordinaire. Après, ça reste une première semaine. Allons voir ce qu'ils font dans les semaines à venir. Eh ben, la semaine à venir, on l'a dit, ça va être compliqué parce que ça sera un déplacement aux Lions qui, eux, vont pas vouloir commencer la saison avec deux défaites. Donc, bon courage pour les Bears et notamment pour Caleb Williams. Les Vikings, eux, recevront les Falcons. Une équipe qui a battu les Vikings en playoff l'an dernier, ce sont les Rams de Los Angeles qui affrontaient les Houston Texans et ils se sont imposés 14-9 à domicile dans un affrontement qui était un affrontement entre peut-être deux outsiders dans leurs conférences respectives. Ça a été une rencontre avec peu de points où il y a eu seulement deux touchdowns dans ce match-là. Les deux ont été pour les Californiens. Le premier a été au sol en première période, le second a été dans les airs dans le troisième quart-temps et ça a suffi pour battre les Texans qui n'ont eux pas trouvé la end zone. Déjà, Victor, j'ai envie de te parler de Matthew Stafford parce que certes, il n'a Mhm. marqué, en tout cas l'attaque n'a marqué que 14 points, mais on le sait, il y avait des doutes concernant sa santé. On ne savait même pas s'il allait jouer le premier match. Il a été mis sous pression, il a encaissé 3 sacs. Et en termes de santé et en termes de niveau de jeu, il a rassuré quand même Matthew Stafford. Oui, il a mis que 14 points, mais face à, sur le papier, une des meilleures défenses de la ligue, hein. Attention, voilà. Et on parle d'un joueur qui n'a pas participé au camp et qui a recommencé à lancer le ballon il y a seulement quelques jours. Honnêtement, c'était très bien. Bon, après, c'est vrai que ça aide, hein, quand t'as 17 saisons NFL dans les pattes, ouais, c'est sûr que t'encaisses peut-être mieux le retour aux affaires que si t'es un rookie. Mais oui, je trouve qu'il a été très intéressant, qu'il est monté en régime, mine de rien. Ils n'ont pas eu de chance aussi. Ils marquent que 14 points parce que il leur a manqué un petit facteur chance une ou deux fois. Il a réussi à impliquer un peu Davante Adams. Non, globalement, je dirais encourageant et presque inespéré vu la situation de physique dans laquelle on pensait qu'il pourrait être, lui qui est quand même pas un tout jeune et qui a loupé tout le camp. Ouais, il termine à 21 sur 29, 245 yards, un touchdown. C'est le dixième quarterback à dépasser les 60 000 yards dans sa carrière. Ils ne sont que 10 à l'avoir fait. Il l'a fait en 223 matchs. Petit trivia, je ne sais pas si tu as la réponse. En tout cas, je ne sais pas si tu as vu l'info. Mais il y a deux quarterbacks. Il y en a un qui l'a fait plus vite que lui, en 215 yards. Et il y en a un qui l'a fait avec exactement le même nombre de matchs, 215 matchs, pardon. Et il y en a un qui l'a fait avec exactement le même nombre de matchs que lui, 223. Tu connais les deux quarterbacks qui ont dépassé les 60 000 yards aussi vite que lui, voire plus vite que lui. Ils ont arrêté il n'y a pas longtemps, les deux. C'est- Ah, parce que j'allais dire en nombre de matchs, j'aurais bien vu Rodgers, mais non. D'accord, ils ont arrêté il y a pas longtemps. Il y aurait du Drew Brees? Il y a Drew Brees qui est le quarterback qui a dépassé les 60 milliards avec le plus petit nombre de matchs, 215 matchs pour dépasser les 60 Ok. milliards. Et il y en a un qui l'a fait exactement comme Matthew Stafford, pardon. J'allais faire une petite gaffe, comme Matthew Stafford avec 223 matchs. Est-ce que ce serait pas notre cher ami Matt Ryan? Et Matt Ryan, j'allais dire Matt Ryan en parlant de Matthew Stafford, c'est ça. Matt Ryan qui a dépassé les 60 milliards comme Matthew Stafford en 223 matchs et Drew Brees qui est le quarterback qui l'a fait le plus rapide. Voilà, c'était le petit trivia. Vous avez peut-être joué avec nous, mais tu l'as dit, pour parler de cette attaque-là, ils ont impliqué Davante Adams qui vient d'arriver, Nakua qui a été très bon aussi, 10 réceptions, 130 yards pour lui, Davante Adams 4 réceptions, 51 yards. Ils ont été un petit peu moins bons au sol, mais il y a une grosse défense, tu l'as dit, et surtout cette attaque-là, cette attaque aérienne, elle peut être très bonne. Nakua a joué pas mal dans le slot, notamment parce qu'Adams était là. On sait qu'Adams peut y jouer aussi. Ça peut faire beaucoup de dégâts. En défense, en revanche, ils ont mis beaucoup de pression sur CJ Stroud et les Texans, malheureusement, on a retrouvé les mêmes problèmes que l'an dernier. C'était annoncé, mais c'est inquiétant. Il y a que 3 field goals dans tout le match. Il y a 3 sacs, il y a 7 hits. Donc 7 fois, il a été touché, même s'il n'est pas considéré comme un sac. Il a été touché à 7 fois. Il a été mis sous pression 41,2% du temps. Donc quasiment la moitié de ses passes. C'est beaucoup et c'est les mêmes problèmes récurrents pour les Texans. Écoute, avant le début de la saison, on a fait le power ranking tous les deux, hein. Je te disais que pour moi, c'était la 32e ligne offensive de la ligue. Bah, c'est la 32e ligne offensive de la ligue, hein. Il y a pas grand-chose à faire. C'est catastrophique. Alors, Stroud, du coup, a un peu parfois perdu les pédales et commencé à avoir des fantômes à un moment, mais il a fait avancer l'attaque, tant bien que mal, pas jusqu'à la end zone, ça c'est sûr.
Mais j'ai surtout trouvé que, oui, cette ligne, surtout que cette ligne, elle pénalise le jeu de passe, elle pénalise le jeu de course. Honnêtement, j'en suis au point de me demander si ça va pas, parce qu'ils avaient quand même l'année dernière du Larry Mittenseed. Voilà, ils avaient quand même quelques semi-certitudes. Là, vraiment, on a l'impression d'une équipe qui s'est dit, bon, bah, on va prendre le risque, on n'a que des inconnus, mais ça va passer. Pour l'instant, ça passe pas du tout. Donc, si c'est cette version-là de la ligne offensive qu'on a toute la saison, ils peuvent même louper les playoffs, à mon avis, malgré une défense absolument incroyable. Après, il y a encore le temps, il y a beaucoup de jeunes joueurs, ça peut se développer. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Et ils ne joueront peut-être pas aussi à chaque fois contre une défense des C'est Rams, vrai. qui est peut-être un peu sous-cotée, mais qui est très bonne, notamment quand il s'agit de mettre la pression. Pour la défense des Texans, c'est vrai que le front seven a été très bon, hein, on l'a dit, Matthew Stafford a réussi à mettre des yards, mais il a été mis sous pression. Le jeu au sol a été très compliqué pour Williams notamment. Maintenant, j'ai été un petit peu déçu, en tout cas surpris du mauvais côté par le troisième rideau qu'on annonçait extrêmement costaud du côté des Texans et qui prend quand même 245 yards à la passe. C'est vrai que je pensais que ce troisième rideau aurait un peu plus tenu face à cette équipe-là. Certes, il y a de grandes qualités. On a parlé d'Adams, on a parlé de Nakua, on a parlé de Stafford. Mais c'est vrai que dans un match très serré, la différence, elle est aussi un peu là quand on sait que la ligne offensive ne va pas permettre à l'attaque de marquer beaucoup de points. J'aurais pu penser que le troisième rideau aurait pu être un peu plus serré. Oui, oui, c'est sûr. Après, Stingley se prend un gros choc au début, donc dans quel état il était aussi, je sais pas, mais oui, 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 c'est sûr que on peut toujours en attendre plus. Le problème, c'est qu'on en attend ce qu'ils ont fait en playoff contre les Chargers, quoi. On en attend 4 interceptions, machin et tout. Ils pourront pas faire ça toutes les semaines. Je dis pas ça quand je dis 11, je parle pas spécifiquement de ton point, hein, mais c'est vrai que c'est tellement spectaculaire en fait ces defensive backs qu'on en attend beaucoup. Après, là, je trouve quand même qu'ils ont limité à 4. C'est pas infamant de prendre 14 points. Bon, c'est juste que ils auraient sûrement espéré que l'attaque en mette 17, quoi. Oui, en effet. Les Rams, en tout cas, recevront les Titans la semaine prochaine, alors que les Texans, eux, pardon, les Rams iront dans le Tennessee pour jouer face aux Titans. Les Texans, eux, recevront les Buccaneers. Ça sera le match de lundi soir, le Monday Night Football. On reste dans cette NFC West. Vous allez voir, on va parler beaucoup de la NFC en début de ce podcast. La NFC West avec le duel justement d'équipes de la NFC West entre les Seahawks et les 49ers. San Francisco s'est imposé 17-13 grâce un touchdown dans les tout derniers instants. Une passe de 4 yards de Brock Purdy à moins de 2 minutes de la fin pour son tight end remplaçant, Jake Tangis. Et c'est ensuite la défense qui a fait le travail lors du drive suivant avec un fumble provoqué et récupéré de la part de Nick Bossa. On était ensemble, Victor, la semaine dernière, quand on parlait des joueurs défensifs qui sont capables de faire gagner des matchs. Et bien là, Nick Bossa l'a prouvé avec ce fumble provoqué. Victor, ça n'a pas été très beau pour les 49ers. Tout n'a pas été parfait, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'était important de gagner ce match à l'extérieur, qui plus est face à un rival de division, dans un scénario qui n'était pas évident. On parlait de caractère tout à l'heure. Là, à minima, les 49ers peuvent au moins repartir de Seattle avec la victoire, et c'est déjà un bon point. Oui, alors même si ça commence à devenir une victoire à la Pyrrhus, hein, puisqu'on commence à nous dire que Brock Purdy serait blessé, que Kittle va être blessé 3 à 5 semaines, donc à voir dans quel état ils sont. Heureusement, ils affrontent les Saints la semaine prochaine, mais globalement, bah, le problème aussi, cette équipe, c'est qu'il y a quand même déjà beaucoup de blessés. Avant même de débuter la saison, ils avaient Trent Williams, le F-tackle, qui était clairement hors de forme, hein, on va pas se mentir. Son pire match en carrière, peut-être. Le pire match que j'ai vu de sa vie, en tout cas. Il y a évidemment des problèmes au niveau des receveurs. En plus, il y a Kittle qui se blesse. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'était moche des deux côtés en attaque. On va dire que c'était peut-être un tout petit peu moins moche du côté des Niners. Et encore, le touchdown de Tonjis, à 3 centimètres près, c'est une interception, hein. C'est quand même pas évident. Mais d'un autre côté, ces matchs moches de division, il y en a tous les ans dans toutes les divisions. Et la seule chose qui compte, c'est de les gagner. Et ils ont eu la force de les gagner, bien que leur pire ennemi ait été dans leur équipe, hein, puisqu'on parlera pas du grand Jack Moody, qui a loupé 2 field goals et qui a failli louper le troisième, qui est, enfin, je veux dire, comme d'habitude, catastrophique. S'ils avaient eu un vrai kicker, ils se seraient certainement rendus à tâche plus facile. Bon, ils ont fini par l'emporter. Mais il y a du travail, parce qu'il va falloir combler quelques brèches en défense, il va falloir trouver un rythme en attaque.
Voilà, Trent Williams, c'était pas le Trent Williams qu'on connaît. McCaffrey, honnêtement, qu'on me dise pas qu'il est à 100%, parce que j'ai pas du tout l'impression. Et on attend Brandon Ayuk, etc. Mais c'est vrai que c'était pas extraordinaire. Le problème, tu parlais de McCaffrey, le problème c'est qu'il y a des blessés, tu l'as dit, George Kittle qui va être absent plusieurs semaines, il n'est pas forcément à 100%. Là, sur ce match-là, il finit avec 22 courses, 69 yards et 9 réceptions, 73 yards. Mais il est utilisé, voire surutilisé. Et le Ouais, problème c'est que McCaffrey, on a toujours l'impression, en tout cas, on se demande toujours à quel moment ça va péter. Et c'est vrai. malheureusement, si McCaffrey pète lui aussi, alors que Brandon Ayuk est écarté, on le sait, en tout cas est touché physiquement. Donc c'est vrai que c'est ça qui est inquiétant. Et tu l'as dit, la ligne offensive, moi, c'est ce qui m'a inquiété le plus. Elle a été en grande difficulté. Brock Purdy a été mis sous pression quasiment 58% du temps quand il reculait pour passer. C'est le plus haut de sa carrière. C'est la pressure rate, la pression, le pourcentage de pression qui est le plus haut de sa carrière. On sait habituellement, la ligne offensive est plutôt solide du côté des 49ers. Et là, ça a donné des actions compliquées. Il y a 2 interceptions. Tu l'as dit, il y a 2 field goals manqués qui plus est. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément toujours rassurant, mais comme tu l'as dit, moi je préfère retenir la victoire parce que ces duels de division, ils sont rarement beaux, surtout il y a des divisions comme ça, Mm. surtout en NFC West, où c'est rarement le favori qui l'emporte en plus. C'est Donc vrai. c'est vrai que pour le coup, cette victoire, elle peut faire du bien aux 49ers qui peuvent se targuer d'avoir gardé le ballon à 38 minutes sur 60. C'est pas mal aussi. Ça permet de gérer le chrono. En face, il y avait Sam Darnold, lui aussi, qui faisait son premier match, qui était plutôt scruté avec les Seahawks. Il y a une belle connexion avec Smith et Njigba, puisqu'il y a 124 yards, sauf que c'est à peu près tout. Puisque Sam Darnold, il lance 150 yards, et sur ces 150 yards, il y en a 124 avec Jackson Smith et Njigba. Le reste, c'est plutôt faible, pas été aidé par le jeu au sol non plus. C'est vrai que là, c'est encore pire, on va dire, que les 49ers parce que ce n'est pas beau, comme pour les 49ers, mais en plus, il y a la défaite. Et en plus, il y a un fumble pour Darnold et un fumble pour Smith Jigba, si je dis pas de bêtises. Donc non, c'était, comment dirais-je, c'était fade. Mais fade au point vraiment un peu écœurant. Il y avait Smith Jigba qui a tenu à lui tout seul cette attaque et qui l'a fait vivre du début à la fin. Le reste était encéphalogramme plat. Donc encore une fois, ça peut arriver en semaine 1. Ça présage pas que ça soit comme ça toute la saison, etc. Ça peut très bien gagner en automatisme. C'est un nouveau quarterback, c'est une nouvelle organisation, un nouveau schéma offensif. Il y a plein de choses à voir. Ça peut dérouler par la suite. Là, c'était clairement pas beau. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que finalement, ne serait-ce qu'avec une attaque normale, ils gagnent ce match en fait. Et sauf qu'ils n'ont pas été capables de faire ça. Alors, la défense des Niners a été plutôt bonne, hein, et il y a des jeunes joueurs qui ont surpris. Mais malgré tout, on en attendait plus. On a eu l'impression d'une équipe qui jouait avec la peur de perdre, en fait, pendant toute cette partie. Tellement peur de perdre qu'à la fin, ils ont perdu. Et les 49ers qui affronteront les Saints, tu l'as dit, la semaine prochaine. On va surveiller en effet l'état de santé de Brock Purdy. De George Kittle, c'est à peu près sûr que George Kittle ne sera pas là. Brock Purdy, peut-être qu'il ne sera pas là. C'est Mac Jones, je crois, le quarterback remplaçant des 49ers. On verra si l'ancien Patriot sera là. En tout cas, il faudra surveiller. Les Seahawks, eux, joueront à Pittsburgh. On verra ce que ça donnera. Ça sera un match aussi intéressant à surveiller. On passe sur l'un des matchs peut-être qui a eu le plus de suspense de la semaine, les Falcons face aux Buccaneers. Là, c'est un duel de NFC Sud et une victoire dans les dernières secondes de Tampa Bay grâce d'abord au deuxième touchdown du match du rookie Emeka Egbuka à moins d'une minute de la fin et puis surtout grâce à un field goal manqué des Falcons, coup le kicker d'Atlanta qui aurait pu envoyer tout le monde en prolongation et puis finalement ça s'est clôturé par une victoire 23-20 des Tampa Bay Buccaneers, un match que les Falcons ont perdu alors qu'ils ont eu le ballon 10 minutes de plus que leurs adversaires. Ils ont gagné quasiment 100 yards de plus que les Buccaneers. Du coup, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé pour les Falcons? Ils avaient quasiment les voyants au vert et puis finalement, ils perdent ce match. Ils n'ont pas su concrétiser. Ils commencent très bien avec, je crois que c'est sur le premier drive, où il y a le touchdown de Bijan Robinson en réception. Donc ça les lance très bien. Ils sont devant. Et puis il y a cette impossibilité de confirmer. Ils s'engluent un peu au fil du match dans une mauvaise,
dans un mauvais schéma, ils tentent d'installer la course qui ne viendra jamais. Ça finit à 3 yards de moyenne ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est que les Buccaneers sont immensément supérieurs aux Falcons. Je suis désolé de dire comme ça, hein. Mais et en fait, dans ce match-là, il y avait tout pour que les Falcons fassent exploit parce que les Buccaneers sont passés à côté de leur match pendant quasiment trois quarts temps. Mais à force de laisser les Buccaneers revenir, à grappiller des petits points à droite, à gauche, eh ben, ils ont fini par se faire punir parce que quand ça devient décisif, bon, bah, Baker Mayfield, c'est pas le plus mauvais joueur du monde. Donc c'est vrai que ça a été, c'est un match frustrant. En plus, ils perdent sur un coup de pied manqué et on parle pas d'un coup de pied manqué par n'importe qui. On parle d'un des joueurs, peut-être un des 5 kickers les plus fiables de ces dernières années. Donc en plus, c'est pas tellement ce que t'attends. Donc c'est vrai que c'est frustrant. On a l'impression qu'il y a du potentiel pour faire mieux. Il faudra peut-être encore un petit peu de temps. Ils ont été battus, en fait, à l'expérience. Ça a donné un peu l'image du petit frère qui grandit, qui a sûrement plus de potentiel que le grand frère, mais il a toujours ce complexe de se dire, ah, c'est mon grand frère, est-ce que vraiment je peux le battre? Et il finit par perdre. Ça m'a donné un peu des vibes comme ça. Je pense que le coaching n'est pas irréprochable non plus. Parce que quand la course ne passait plus, il aurait peut-être fallu ouvrir un peu le cahier de jeu, ce qu'ils ont peut-être pas osé faire parce que Michael Penix est encore jeune. Et ils ont fini par perdre ce match. Voilà. Justement, Michael Penix, il fait plutôt un bon match, mais il y a quelques quand même lancers approximatifs, mais il a mis quand même son équipe dans une position de gagner ce match, en tout cas de revenir à égalité. On, on- Hmm. on a vu un leader, peut-être Michael Penix déjà. Il finit avec 298 yards, pardon, un touchdown et 6 courses pour 21 yards. C'est vrai que la course a été plus compliquée. Tu l'as dit, c'est symptomatique quand on regarde les stats de Bijan Robinson, qui est le running back numéro un. Il a 24 yards au sol et 100 yards à la réception, avec notamment ce superbe touchdown, tu l'as dit. On a vu plutôt une attaque qui a réussi à avancer par intermittence, certes, pas encore de manière très constante, mais j'ai trouvé qu'on a vu un Penix qui a été plutôt leader. En face, il y a un Baker Mayfield qui est leader, on le sait. Lui, ça fait plusieurs années qu'il est aux Buccaneers désormais, et on voit qu'à minima, ce qu'on peut dire de Baker Mayfield, c'est que c'est un grand leader. Mais j'ai envie qu'on parle un petit peu forcément de l'histoire de ce match, Emeka Egbuka, qui est le rookie receveur pour l'instant numéro 2 puisque Chris Goodwin n'est pas là et est blessé du côté des Buccaneers. Champion universitaire il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, Victor. Et il arrive, premier match en NFL, deux touchdowns, dont le touchdown de la gagne. C'est la belle histoire quand même de ce match-là. Oui, bah, quand les Buccaneers sont pris, les gens ont dit, oh, ils ont trop de receveurs. Bon, il se trouve que Godwin et McMillan sont blessés. Donc, ils étaient bien contents d'avoir Egbuka. Et clairement, Egbuka, il a fait sa meilleure impression. Egbuka, il est très, comment dirais-je, comme Allen, le receveur des Chargers. Ça sera jamais le joueur le plus explosif ou démonstratif ou peut-être pas le joueur où tu vas te dire waouh, quel athlète, quel machin. Mais il est toujours propre dans ses tracés. Il fait bien les choses et c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande à un receveur. Et là, il a été décisif au meilleur moment. Tu l'as dit, ces joueurs-là qui sont habitués à jouer les playoffs universitaires tous les ans, ils vont pas être impressionnés par l'ambiance d'un match NFL. Et clairement, il a répondu présent. Honnêtement, quand Macmillan et Godwin vont revenir, bonne chance pour défendre ces quatre receveurs-là, hein. Parce que si c'est ça ton receveur numéro 4, Houston, on a un problème quand même. Ouais, ça va être compliqué. Tu l'as dit, pour les Buccaneers, ça n'a pas été un grand match, mais ça a été un petit peu un match un peu bourbier, comme on le disait tout à l'heure sur le match précédent, face à un rival de division qui a un peu rendu les choses compliquées. Mais il y a cette victoire, qui plus est à l'extérieur. Donc c'est une bonne chose pour les Buccaneers de commencer par cette victoire-là. On l'a dit, les Buccaneers qui joueront face aux Texans, déjà un match important pour les Texans et pour les Buccaneers, ce sera le Monday Night Football. Les Falcons, eux, recevront les Vikings.
Et on continue de faire le tour de la NFC avec cette fois-ci le match entre les Washington Commanders et les New York Giants. Des Commanders qui ont assumé leur nouveau statut avec un succès 21-6 face aux rivaux de la NFC Est. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner. Il aura fallu attendre un touchdown sur une course de 19 yards de Deebo Samuel dans le milieu du quatrième quart-temps pour définitivement mettre hors d'atteinte les New-Yorkais. L'attaque n'a pas toujours été en rythme du côté des Commanders, mais la défense des derniers finalistes NFC, elle a été impressionnante, elle, notamment la ligne défensive qui a littéralement harassé Russell Wilson, Victor, pour sa première sous le maillot des Giants. Cette équipe de Washington, elle était forcément attendue. C'était une saison tournant pour elle, et sur ce premier match, elle a montré qu'elle pouvait gagner de manière différente, pas forcément avec l'attaque, mais là, par exemple, en mettant une grosse pression sur le quarterback et cette ligne défensive qui est impressionnante. Oui, après, bien aidé par la ligne offensive des Giants, qui a surtout été catastrophique. Alors, malheureusement, Non, mais tu vois, le... je note quand même un schéma. Moi, je vois ce qui est positif. Toi, tu vois Oui, ce qui oui, c'est vrai, c'est est... vrai, c'est vrai, t'as raison. Moi, je suis le verre à moitié vide. Non, parce que l'absence d'Andrew Thomas avant le match a fait quand même beaucoup de mal aux Giants. Mais malgré tout, t'as raison de dire, les Commanders, c'est aussi l'expérience. L'attaque ne tourne peut-être pas comme il faut, la défense step up, fait le travail, met la pression et ils ont réussi à gagner un match qu'ils doivent gagner parce qu'ils sont la meilleure équipe sur le papier. Il y a 3 points seulement, alors qu'il y a 2 passages dans les 5 derniers yards des Giants. Alors oui, la ligne offensive a peut-être pas été très bonne, mais c'est la force d'une équipe qui arrive à plier parfois et ne pas rompre. Ça aussi, c'est de bon augure pour les Commanders. Oui, oui, oui. Globalement, ils n'ont pas dominé ce match, mais ils ont été décisifs quand il le fallait, notamment en effet, pour concrétiser en attaque sur de peu d'occasions qu'ils ont eues et pour réussir à prendre le minimum de points, même les moments où ils prenaient des yards pour les Giants. Ça a été très solide et on voit qu'il n'y a pas de Dan Quinn, c'est-à-dire des joueurs qui sont pas forcément les plus talentueux, mais qui sont ultra travailleurs. Et la patte Cliff Kingsbury, le coordinateur offensif, on peut en parler aussi. J'ai parlé d'Ibo Samuel qui termine son premier match avec les Commanders à 7 réceptions, 77 yards, une course, 19 yards et un touchdown. Donc, on peut ajouter aussi le coureur rookie qui a été plutôt impressionnant. Il y a une attaque plutôt bien équilibrée. Elle a fait le travail face à une défense des Giants qui, tu le disais en début de saison, est quand même plutôt très bonne, notamment le front seven. Oui, 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 non, mais globalement, le front seven. Et globalement, dans ce match, honnêtement, moi, les deux défenses m'ont rassuré. Même je veux dire, celle des Giants a fait ce qu'elle a pu face à une grosse armada. Celle des Commanders a pris le dessus. On a vu un match défensif, sauf qu'en fait, on a vu une équipe où l'attaque a fait le minimum et l'autre équipe où l'attaque était globalement inexistante. Et c'est ça la leçon du match pour moi. 432 yards tout de même en attaque pour les Commanders. Hein. C'est plutôt encourageant. À noter tout de même et à surveiller aussi 12 pénalités dans ce match-là, Oui, 89 yards de perdus. C'est à surveiller. J'ai souvent tendance à imputer, quand c'est récurrent, ce genre de statistiques au coaching staff, à voir. Quand c'est sur un match, et notamment le premier, il y a aussi peut-être une question d'automatisme à voir tout de même ce que ça a donné. On peut noter aussi le bon match d'Abdul Carter, puisqu'on parlait de la défense des Giants. Forcément, on va regarder un peu de plus près les rookies dans ces matchs-là, surtout quand ils ont été draftés très haut. Il s'est inséré dans une belle ligne défensive qui a réussi à mettre en difficulté, on va dire, l'attaque des Commanders seulement par du blitz. Donc c'est vrai qu'il va falloir vérifier ça. Mais ça a été un bon début pour Abdul Carter. Je le disais, les Commanders qui recevront très vite, en tout cas qui joueront très vite, puisqu'ils jouent à Green Bay jeudi soir. Et les Giants, eux, joueront à Dallas dans un match des deux équipes peut-être un peu plus faibles de cette NFC Est à surveiller. On termine la NFC avec le match entre les Saints et les Cardinals. Les Cardinals qui se sont fait peur dans un match qui semblait maîtrisé. Pourtant, dans les dernières secondes, Spencer Rattler a eu 4 occasions de lancer le ballon dans la end zone. Heureusement pour les visiteurs du jour, aucune de ces passes n'a trouvé preneur. Les Saints se sont inclinés de 7 points, 13-20. Une rencontre que Kyler Murray a globalement dominée, malgré une maladie qu'il avait affaibli en début de journée, le dimanche. Le lanceur a terminé le match avec un 21 sur 29, 163 yards, 2 touchdowns, 7 courses et 38 yards. C'est une bonne nouvelle pour les Cardinals, Victor, d'avoir un bon Kyler Murray, même si en plus on s'attendait entre guillemets au pire avec l'annonce de sa maladie en début de journée ce week-end.
Oui, c'est ça. On a vu une attaque qui semblait vraiment pas au maximum du potentiel. Est-ce que c'est parce que préparation semaine 1, est-ce que c'est maladie de Kyler, est-ce que c'est les deux, je ne sais pas. Mais malgré tout, il y a des fondamentaux. Marvin Harrison, Trey McBride, le jeu de course, etc. Il y a des fondamentaux dans cette équipe. Ils ont été solides, pas extraordinaires, mais suffisamment solides pour gagner le match. Et c'est un peu tout l'essentiel. C'était un match piège, hein, puisqu'ils étaient favoris dans cette semaine 1. Ils sortent avec une victoire, ils peuvent continuer d'avancer, et je pense que c'est tout ce dont ils avaient besoin. Ils étaient favoris parce qu'en face, il y a une équipe qui se bat avec ses armes, mais malheureusement, hein, les armes, elles sont faibles. C'est compliqué. Il y a quand même un manque de talent chez les Saints. C'est assez flagrant. Oui, 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 oui. En attaque comme en défense. Il y a encore des gros noms. Il y a quelques joueurs qui surnagent de temps en temps. Mais c'est devenu très compliqué. C'est devenu très compliqué. Ils font le maximum avec ce qu'ils ont. Ils n'ont pas grand-chose. Ça va être difficile de gagner des matchs cette saison, à mon avis. Même la défense, face à une attaque qui n'était pas extraordinaire, on a senti que c'était plus la défense dominante des saisons d'avant. Donc, pas optimiste du tout pour les Saints cette saison. Bah, il y a un plutôt bon Cameron Jordan qui, pour le coup, fait un bon match. Mais c'est vrai que pour moi, le symbole, c'est Spencer Rattler qui lance beaucoup, 46 fois. Il est à 27 sur 46, 214 yards. Il tente, il essaye d'avoir du caractère, mais c'est trop faible. Et on le voit sur ce dernier drive, pardon, où il manque trop de talent, manque trop d'expérience aussi à certains postes clés pour pouvoir réussir à accrocher une équipe des Cardinals qui n'a pas fait un grand match, qui n'est pas encore l'une des grandes favoris de cette NFC, mais qui arrive à s'imposer. Les Cardinals qui recevront donc les Panthers pendant que les Saints la semaine prochaine recevront les 49ers. On peut basculer du côté de l'AFC cette fois-ci et une autre équipe qui s'en est sortie un petit peu de peu. Et on a envie de dire pour les Cincinnati Bengals, enfin, c'est un peu le mot de ce début de saison, enfin, parce que pour la première fois depuis 2021, Cincinnati a remporté son premier match de la saison. Alors certes, c'est une victoire par la plus petite des marges, 16-17, un seul petit point face aux Browns, mais c'est un succès quand même. Avant de parler de la rencontre, Victor, j'ai envie de parler justement de ce début de saison. On l'a dit, pour eux, c'était important. Ils l'ont annoncé depuis le début de cette saison, en pré-saison. Il fallait commencer par une victoire. C'était obligatoire pour avoir cette confiance. On le sait, ils disent que l'an dernier, ils n'ont pas réussi à se qualifier en playoff parce que ils se sont inclinés lors des premiers matchs. Je crois qu'ils commencent à 1-4. Ils se sont fait peur, mais ils gagnent ce match. Et ça, c'est ce qu'on va retenir quasiment exclusivement pour les Bengals. Ah oui, donc t'es vraiment en mode verre à moitié plein. Écoute, ça fait des semaines qu'ils nous disent il Ah faut non, mais attends, ils ont être en tout fait positif. pour perdre ce match. Et ils Je veux finissent par dire, le gagner. ils prennent 7, ils gagnent 7 yards en deuxième mi-temps. Ils ont Joe Burrow, Jamar Chase, ils font même pas 150 yards dans le match. Je crois qu'ils font leur deuxième plus petit total de leur histoire offensivement. Ils ne vivent que par deux interceptions chanceuses et deux coups de pied ratés par les Browns. Alors oui, on peut se dire ils sont à 1-0, ça c'est sûr, c'est mieux que toutes les années d'avant. Mais de la même manière qu'ils avaient perdu contre les Patriots l'année dernière en semaine 1, là ils ont tout fait pour le perdre. Moi je suis extrêmement inquiet par cette équipe. Parce que là, vraiment, ils ont pris 300 yards, ils en ont gagné 100 à peu près, je schématise. Non, non, c'est pas possible à ce niveau-là. Mais du coup, Moi, je veux je vais bien, mais. continuer de rester dans mon rôle. Mais du coup, tu le disais, ils font un match catastrophique, ou presque. Tu l'as dit, ils se sont fait peur. Il y a 5 drives à 17-16 pour les Browns qui peuvent leur permettre de repasser devant, notamment dans le quatrième quart-temps. Il y a eu un field goal qui a été manqué. Mais ils finissent par gagner ce match-là. Là où l'année dernière, ils l'avaient perdu. Et quand on voit le bilan de l'an dernier, où il manque une ou deux victoires, elles sont peut-être là. Ils finissent par réussir à gagner ce match de manière chanceuse peut-être, mais on le sait qu'aussi certaines saisons en NFL peuvent passer par là. On se rappelle de certaines équipes qui gagnaient un petit peu sur le fil à chaque fois, mais c'est comme ça qu'on arrive en playoff, peut-être, et ça serait déjà Oui, oui. une amélioration par rapport à l'an dernier. Donc c'est vrai que c'est peut-être caricatural, on attend beaucoup plus des Bengals. Offensivement, certes c'est assez faible. Joe Burrow, il a l'un de ses matchs les plus faibles statistiquement, ça c'est sûr. Mais quand même, je trouve que de pouvoir gagner ce match-là, d'aller la semaine prochaine, ça sera face aux Jaguars. D'aller face aux Jaguars, ça peut être une deuxième victoire. Ça sera peut-être pas toujours pas beau, mais ça sera peut-être deux victoires. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il faut travailler, mais travailler quand on est à 1-0 et travailler quand on est à 0-1, je trouve que c'est plutôt différent.
C'est vrai. Surtout quand on est les Bengals. Du côté des Browns, c'est presque l'inverse, mais j'ai envie de dire que le scénario, il est presque bon pour eux parce que ils font plutôt un bon match, ils manquent des actions clés, mais ils perdent le match. Peut-être que eux, leur objectif, c'est pas forcément de gagner les matchs. On en reparlera durant la saison, mais en tout cas, ils font plutôt un bon match. Défensivement, ils ont été solides. Offensivement, Joe Flacco, lui, a montré qu'il était un quarterback qui pouvait toujours faire avancer les chaînes en NFL. Il finit avec 290 yards. C'est vrai que il y a des bons rookies. C'est dur à analyser cette défaite des Browns parce que le match, il est pas mauvais, tu l'as dit. Oui, il y a juste voilà, des interceptions un peu malchanceuses, des coups de pied manqués, une ou deux erreurs individuelles. Mais en vrai, par rapport à ce qu'on attendait des Browns avant le début de la saison, tenir en respect les Bengals comme ça, c'est un bon premier pas. Tu l'as dit, de toute façon, on n'attend pas les Browns en playoff. Donc c'est pas comme si une victoire allait changer quelque chose. Mais la prestation a été encourageante et les jeunes vont continuer de progresser, etc. Donc oui, on va dire que la défaite morale n'existe pas, mais je leur donne la défaite, enfin la victoire morale, pardon, n'existe pas, mais je leur donne la victoire morale. Voilà, un petit peu de, voilà, un peu de regain, de joie de la part de Victor. Je parlais des rookies, Dylan Sampson, le running back, et Harold Fanning Jr., le tight end, qui a été beaucoup utilisé. Ce sont des motifs d'espoir pour les Browns, qui vont certainement avoir l'espoir de trouver leur quarterback, parce que même si Joe Flacco fait avancer les chaînes, déjà on sait que c'est pas forcément toujours le cas d'une semaine sur l'autre. Et puis surtout, on sait il pourra certainement plus le faire pour les 5-10 prochaines années. Donc c'est vrai que ça sera peut-être l'objectif des Browns. Les Broncos face aux Titans. On passe sur ce match-là. C'était forcément l'attraction du week-end puisqu'il y avait le numéro un de la dernière draft, Cam Ward, qui jouait face aux Broncos. Malheureusement pour lui, quand on a vu le calendrier, on se doutait que ça allait pas forcément être un cadeau. Et ça l'a pas été du tout face à la défense des Broncos qui se sont imposés 20-12, justement grâce à une escouade défensive qui a été très bonne. Malgré 4 pertes de balles, dont 3 de Bonix, Denver n'a pas tremblé quasiment face aux Titans, et notamment grâce à cette escouade défensive. Il y a une énorme pression sur Cam Ward avec 6 sacs, un 2 sur 14 lors des troisièmes tentatives infligées aux Titans, une moyenne de yards par jeu de 2,4. C'est si bas et il y a tous les ingrédients. En tout cas, défensivement, Denver a mis tous les ingrédients pour ne pas trembler sur ce début de saison. Ah bah l'attaque de Denver a tout fait pour perdre le match, vraiment tout. Ah, tu Mais vois, la défense, j'allais dire qu'il fallait bien que tu dises un truc négatif pour commencer. mais la défense, clairement, non, la défense, il n'y a rien à dire, hein. La défense des Broncos, elle est au niveau où on l'attendait. Et moi, il y a quelque chose que j'adore, c'est 6 sacs, 6 joueurs différents. Le danger vient de partout. Mais de partout. Et comme tu l'as dit, c'était forcément pas... Déjà que Cam Ward a tendance à prendre un peu trop de sacs, c'était pas un cadeau d'avoir les Broncos en semaine 1. Mais alors, quelle défense! Quelle défense! Elle va être dure à prendre parce que l'attaque, je me fais pas non plus trop de soucis. Je veux dire, Bonix, on a vu l'année dernière et même en université qu'il est assez propre en général, peut-être pas flamboyant mais propre. Il y aura pas toutes les semaines 4 paires de balles. Voilà, il y aura pas toutes les semaines ça. Ils vont régler ça. Sean Payton, Dieu sait il va travailler là-dessus. Honnêtement, cette défense-là, bon bah, sky is the limit. Le ciel est la limite pour cette équipe des Broncos, hein, vraiment. C'était l'une de mes questions. On n'est pas inquiet pour l'attaque des Broncos. Tu penses que voilà, c'est un Non. match sans, entre guillemets, face à une Ouais. défense des Titans qui a été plutôt surprenante, mais tu penses que ça va aller mieux? Oui, 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 je pense que la rigueur Payton va revenir. C'était vraiment un match sans comme ça arrive. Chaque équipe peut avoir ce match à 4 paires de balles. Bon, ils ont de la chance, ils le gagnent. Tant mieux. Il y a un beau duo de coureurs tout de même, avec, on parlait des rookies, R.J. Harvey qui finit avec 6 courses 70 yards, J.K. Dobbins qui lui vient d'arriver, 16 courses 63 yards et un touchdown, donc c'est plutôt intéressant. De l'autre côté, on parlait de cette défense des Broncos qui a été extrêmement solide, c'est du coup difficile de juger Cam Ward. Est-ce qu'il faut le juger sur cette prestation-là, ou on se dit que chaque semaine il ne jouera pas face à la défense des Broncos? Non, non, on l'enterre, c'est une buse. Non, évidemment, après un match contre la défense des Broncos, on va pas enterrer. En fait, on a vu ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire un joueur qui peut être playmaker explosif, mais qui a tendance à rester trop dans la poche, à prendre des mauvaises décisions, à l'image d'un Caleb Williams ou d'un Bryce Young, à croire que en université, on leur apprend de moins en moins la rigueur. Qu'est-ce que je pense, mais c'est un autre débat. Donc, non, ça va lui servir d'apprentissage. Ça s'est pas bien passé. Il s'est pas non plus vautré. Il a été sous pression tout le match. Ce qui m'inquiète un tout petit peu plus, c'est que j'attendais quand même
plus de ligne offensive parce que JC Atam, sa deuxième saison, Skoronski aussi est là. Enfin, il y a quand même des jeunes talents, donc je m'attendais à ce que ça tienne un peu plus que ça. Encore une fois, c'était Broncos en face, donc à voir. Bon, ça a été dur, ça n'a pas été un bon match. Ok, bah on passe à la semaine d'après et on tente de progresser. C'est pas grave pour les Titans. La semaine d'après, c'est la réception des Rams. Donc là aussi, une défense, on l'a dit, Ouais, pas plutôt, cadeau. plutôt solide et qui en plus peut mettre la pression. On l'a vu sur CJ Stroud. Donc c'est vrai que ça va pas être cadeau. Les Broncos, eux, vont jouer face aux Colts d'Indianapolis. Et justement, on va parler de ce match entre les Indianapolis Colts et les Miami Dolphins. Sur ce match-là, il n'y a pas eu photo parce que les Colts ont largement dominé les Dolphins 33-8. Indianapolis s'est régalé, a parfaitement lancé sa saison. Surtout que les Colts ont peut-être trouvé leur quarterback titulaire. Il y avait des questions depuis quelques semaines. Daniel Jones, là, était plutôt très bon dans ce match-là. Sa feuille statistique, elle est quasiment impeccable. 22 sur 29, 272 yards, un touchdown, 0 interception, 7 courses, 26 yards et 2 touchdowns. Donc, je ne pensais pas dire ça un jour, mais on a hâte de revoir Daniel Jones avec le maillot des Colts. Maintenant, je te vois un petit peu sourire. J'ai envie de te dire, est-ce qu'on encense d'entrée les Colts ou est-ce qu'on commence par défoncer les Dolphins? Parce que je sens que c'est là Non. que tu as envie d'aller. Non, 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 j'ai envie d'encenser les Colts. Ah bah alors allons. Je pense qu'il a vu les carrières de Geno Smith et Sam Darnold, Daniel Jones, s'est dit en fait, faut quitter New York et après on a une carrière. C'est 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 ça très la drôle clé. c'est très drôle que tu dis ça parce que c'est exactement ce que je me suis noté en souriant en parlant de New York. Mais j'allais te poser la question, est-ce que Daniel Jones c'est le nouveau Baker Mayfield, Geno Smith, voire même, allez, si on élargit Sam Bradford, quelqu'un qui n'est pas bon quand il commence, qui est dans une situation compliquée et qui arrive à aller mieux dans une autre situation. Je te vois sourire, tu crois pas Ah, trop. t'es carrément allé chercher Sam Bradford. Non, ça me rappelle des souvenirs, Sam Bradford. Mais Arnold, pardon, je me suis noté Sam Bradford, je parle de Sam Darnold, pardon. oh, Sam Bradford, il a eu quelques années. Mais bon, bref. Non, en soi, non. Honnêtement, vu la faible opposition en face, je vais pas te dire que je pense maintenant qu'ils vont faire les playoffs ou quoi. Je pense qu'il y aura des semaines plus difficiles que les autres. Par contre, je pense qu'ils ont été très bons dans installer le jeu au sol, même si c'était pas flamboyant, même si la moyenne n'est pas incroyable, ils ont réussi à installer. Faire des passes assez simples, donner confiance à Daniel Jones qui s'est même permis une ou deux passes un peu risquées et bien effectuées en fin de match. Ils ont bien impliqué Tyler Warren, le rookie. Le plan de jeu était là. On a l'impression d'une équipe. Là, pour le coup, j'ai dit quasiment depuis le début du podcast, chaque fois les équipes sont pas préparées. Bah, eux, ils étaient prêts. C'était propre. Ils ont eu la chance de tomber contre un adversaire pas féroce, mais ils ont fait plus que le boulot. Non, bravo à eux, et ils sont dans la FC Sud, hein, donc des matchs, ils pourront en gagner d'autres. Beau début, bravo à eux. Oui, des beaux débuts. Et puis c'est vrai qu'on l'a dit toute la pré-saison, cette équipe-là, elle a quand même un effectif qui est assez complet, qui est plutôt solide. Alors, c'est pas Oui, parmi les meilleurs effectifs de la ligue, mais c'est un effectif plutôt solide. Il manquait ce quarterback-là. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il fait un match. Alors, on va attendre, mais il fait pas d'erreur. C'est déjà ce qu'on demande. On n'a pas besoin d'un quarterback qui va lancer 400 yards au Colts, hein. On a besoin d'un quarterback propre qui fait pas d'erreur. Daniel Jones l'a fait. On verra s'il est capable de le faire sur toutes les semaines. Mais en tout cas, ça a donné un bon match. Et puis, tu parlais de la préparation. Lou Anarumo, qui est le nouveau coordinateur défensif, qui a plutôt été bon, qui a mis un bon plan de jeu en place aussi. Il faudra revoir ça sur les prochaines semaines, mais il a mis beaucoup d'incertitudes. On a vu un Latou qui a intercepté le ballon alors qu'il est censé être un pass rusher. Donc on a vu beaucoup de choses. Il commence à prendre en main son effectif, l'ancien coordinateur défensif des Bengals. Donc c'est plutôt intéressant. À l'inverse, on a une équipe de Miami. Tu peux y aller. La Victor, c'est vrai que ça fait peur tout de même. Et ça, j'ai envie de te dire, je vais même aller plus loin, ça fait presque peur aussi pour Mike McDaniels, qui était déjà certainement l'un des coachs qui avait une sécurité de l'emploi la plus précaire, si je puis dire. C'est pas ce match-là qui va rassurer tout le monde en Floride. Ah bah moi je suis pas son meilleur ami, hein, McDaniel, depuis un moment, donc je pense qu'on est... ouais, ils ont eu une année de darling, et là on en est au point où on voit bah, les conséquences d'avoir un mauvais coach sur plusieurs années. La défense, on savait qu'elle s'était affaiblie, mais Elle, là, elle a semblé perdue. elle prend 400 yards dans ce match-là. Et alors, l'attaque, Tua nous a fait un match catastrophique. Même le jeu de course n'est plus là. On sait qu'il y a eu des départs sur la ligne offensive. La ligne offensive n'est plus fonctionnelle. Tyreek Hill n'a pas reçu une passe de plus de 30 yards depuis un an tout pile. Enfin, un an et un jour, parce que c'était hier. Donc, quand même, Tyreek Hill, quoi. Pas une passe de plus de 30 yards. Non, il y a.
honnêtement, c'est des candidats au premier choix de draft tellement on a l'impression que personne n'est impliqué. Ouais, c'est vrai que et on a envie on se demande où est passée cette attaque de folie. Tu parlais de Darling, c'est vrai que cette attaque qui avait fait tout exploser il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais même plus. Mais c'est vrai qu'on a envie de se demander où elle est passée. Et quand on voit les statistiques, ça fait peur. Tu as Eric Hill, 4 réceptions, 40 yards. Jalen Waddle, 4 réceptions, 30 yards. On a un Devon Achane qui est à 3 réceptions, 20 yards. 7 courses, 55 yards. C'est vrai que un empilement de statistiques qui ne n'aide pas les Dolphins et il va falloir vérifier ça. Ils jouent les Patriots la semaine prochaine, un match qui est censé être à leur portée, mais quand on voit ce qu'ils font, je ne saurais même pas dire qui est le favori de ce match-là sur la semaine prochaine. Vous le direz très certainement avec Raoul, je crois. Ce sera demain, Victor. Pour les Colts, ce sera la réception de Denver, avec là aussi, on va voir certainement Daniel Jones. Là, pour le coup, on va voir ce que Daniel Jones va donner face à la grosse défense de Denver. On termine, pardon, avec une rencontre entre deux équipes qui sont dans des divisions sud de leur conférence. Jacksonville qui est dans la FC Sud, Carolina qui est dans la NFC Sud. On va pas se mentir, c'était pas le match avec le plus haut niveau de jeu. Victor, les Jaguars se sont imposés et ont eux aussi bien lancé leur saison avec une victoire à l'extérieur, 26-10. C'est un succès qui s'est dessiné dans le deuxième quart-temps avec 17 points inscrits dans les 15 minutes de ce deuxième quart-temps. Ils n'ont pas encaissé le moindre point. Ils sont passés à 3-20 à la mi-temps. L'écart a été fait. Ils ont pu gérer. On peut noter aussi que c'est un match qui a été coupé la météo pour plus d'une heure. Ça n'a pas perturbé les Jaguars. Ils ont commencé par des points sur 4 de leurs 5 premiers drives. Il y a des bons points à noter pour les Jaguars, notamment un Travis Etienne qui revient en forme, tellement que Tank Bixby a été transféré aux Eagles, a été tradé aux Eagles. Là aussi, les Jaguars affrontaient une équipe qui était faible sur le papier, beaucoup plus faible qu'eux. Ils ont fait le travail. C'est pas trop comment on peut juger ces Jacksonville, mais en tout cas, ils commencent à 1-0. Bah écoute, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'ils gagnent ce match, là encore opposition assez faible, on va en parler. Mais on a presque l'impression qu'ils jouaient à 30% de leur potentiel. Enfin, Travis Hunter n'est pas encore ce qu'on attend. Brian Thomas ne fait, je crois, qu'une réception dans ce match. Ils ont encore tellement plus de potentiel que ça. En étant à 30, 40, 50% de leur potentiel, ils gagnent facilement le match en semaine 1. Bon, bah, les Jaguars, ça fait combien de temps qu'ils n'avaient pas gagné des matchs facilement? Honnêtement, autant s'en contenter et se dire, bah voilà, il y a eu des belles choses. Défensivement, ça a été très solide, du début à la fin. Bon, ils prennent un touchdown, j'ai presque envie de dire à un moment où ça compte plus, mais il y a beaucoup de satisfaction, je trouve. Parce qu'on a vu, on était habitué à voir des Jaguars un peu en dilettante, un peu toujours sur la brèche, toujours capable d'exploser ou quoi. Là, on a senti une sorte de force tranquille. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être un match piège pour les Jaguars qui sont coutumiers depuis ces dernières années de perdre contre des équipes bien plus faibles. Là, ils n'ont pas tremblé. Travis Hunter, tu le parlais, il a joué 39 snaps offensivement. Il est à 6 sur 8 à la réception et 33 yards. Il a joué 6 snaps défensifs en tant que cornerback. Il a autorisé une réception de 12 yards. Toi qui le connais, qui l'as suivi en universitaire, il montre pas encore, il n'a pas encore, et c'est bien normal, c'est le premier match, montré tout son potentiel, Travis Hunter. Oui, moi après, je pense qu'en NFL, c'est quand même difficile de jouer en attaque et en défense. J'y crois pas trop. Je pense qu'il restera un cornerback situationnel. Et je pense qu'il est meilleur en receveur en plus. Donc voilà, non, je pense qu'il est capable de faire encore mieux, mais en tout cas, on a senti une envie d'impliquer. Il était quand même bien surveillé par la défense de Carolina, j'ai trouvé. Carolina, vraiment, ils ont mis tellement d'efforts à surveiller Brian Thomas et Travis Hunter qu'ils ont ouvert des brèches pour les autres, notamment Strange et d'autres. Et ils ont Donc, fait passer Travis Etienne pour un oui, oui, et back. puis, oui, voilà, et Travis Etienne, il a profité des boulevards. Enfin, à trop vouloir bloquer les receveurs 1 et 2, ils ont laissé tout le reste ouvert. Donc, non, je trouve que ouais, les Jaguars, ils n'ont pas tenté d'en faire trop. Ils ont gagné un match dont ils ont vu qu'ils pouvaient le gagner facilement et ils ont fait en sorte de gagner facilement. En face, les Panthers, on a un Bryce Young qui termine à 18 sur 35, 154 yards, un touchdown, 2 interceptions. Il retombe dans ses travers, lui qui avait plutôt bien fini la saison dernière. C'est pas de nature à rassurer les supporters des Panthers. Non, ça fait 6 mois que je défends, et 6 mois que j'explique avec sa fin de saison, il est finalement, il va revenir, vous allez voir ce que vous allez voir. Bah non, bah non, 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 non. Finalement, finalement, c'est pas le cas. Que dire? Une déception, une de plus dans la carrière de Bryce Young.
il a été catastrophique dans ce match. Beaucoup de passes faciles manquées, une interception stupide. Ça a été le mauvais Bryce Young et s'il continue à être le mauvais Bryce Young, bah, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la saison, ils changeront de quarterback, quoi, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce match. J'ai trouvé que la prestation était globalement très faible. Ou alors il nous fait une Justin Fields et il est bon juste sur les quelques derniers matchs à la fin pour à chaque fois Oui, que les supporters et les dirigeants se disent ah mais l'année prochaine exactement. avec un peu de travail ça peut passer le cap. Donc à surveiller en tout cas les Panthers joueront aux Cardinals la semaine prochaine. Les Jaguars je l'ai dit ils iront à Cincinnati pour affronter les Bengals. Ça sera un bon test pour eux qui commencent la saison avec une victoire. C'est ainsi que se termine donc l'épisode 884 du podcast Touchdown Actu. Ça y est la machine à laver est lancée. Victor on va rentrer dans ce tourbillon de la saison régulière de NFL. Il va y avoir la preview que vous allez faire avec Raoul, si je ne me trompe pas. Il y a encore plein de podcasts, notamment Fantasy, d'ici la fin de la semaine, et puis le fauteuil, et puis on rentre voilà, sur 18 semaines de la sorte, et même plus si affinité, puisqu'il y aura les playoffs. Beaucoup de choses donc à retrouver. Vous nous regardez peut-être sur YouTube. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller sur YouTube. On est désormais sur YouTube normalement, si tout se passe bien, mais je n'ai pas de doute. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura pas mal de vidéos. Vous pourrez recevoir la notification. Vous pouvez même mettre un petit pouce bleu, j'ai toujours rêvé de dire ça. Vous pouvez même mettre un petit pouce bleu pour soutenir sur YouTube. Et puis on se dit à très vite. Merci Victor d'avoir été avec nous. Merci Lucas, merci à toutes et merci à tous. Et puis n'hésitez pas, il y a aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao!